Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live consacré aux émotions. Nous allons débuter dans quelques instants, le temps que Sophie nous rejoigne. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous me voyez bien? Sophie nous rejoint. Hello Sophie. Bonjour Jean-François. Bonjour à Comment, tous. comment vas-tu? Je vais bien et je te vois cette fois-ci, donc c'est parfait. Ah! Contrairement à notre dernier live. On aurait pu continuer les expériences sans le son ou Le son, ça aurait été quand même un peu plus compliqué Oui, que ça. je je pense, oui. Alors, les questions d'usage, donc comme je le disais, est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Alors, bonjour. Bonjour Anna. Bonjour Nicole. Nicole nous dit oui, du coup. Bonjour Elodie, parfait. Eh bien, j'ai l'impression que tout va bien. Parfait. Nous allons pouvoir commencer à parler des émotions. Donc, on nous a posé des questions en direct, du coup, et on va y répondre. Est-ce que tu as des préférences par rapport aux questions? Bon, on va essayer peut-être de tout aborder de toute façon. Donc, Très bien. on peut. Il y a deux choses. Il y a les questions que vous posez sur les émotions des enfants, la tristesse, la colère qui ressortent beaucoup, mais aussi quelques petites questions par-ci par-là sur la colère des adultes Oui. aussi. Et la difficulté à gérer ça. Donc, Alors, essayons d'aborder les deux. commençons par la tristesse. C'est vrai que c'est une émotion qu'on n'a pas encore forcément approfondie. Et on a justement une question de Bibi Carnin. Donc, bonjour, mon enfant a des moments où il me dit être triste sans savoir pourquoi. Alors, on n'a pas l'âge de l'enfant. Ouais, Ça nous aurait peut-être guidé, parce qu'il ouais, y a effectivement une certaine maturité cérébrale nécessaire aussi à la narration, etc., etc. Mais on va essayer de répondre de manière générale, du coup, par rapport à cette émotion. ouais. C'est vrai qu'on parle peu de la tristesse hein, depuis le début. On parle beaucoup de la colère parce que ça prend beaucoup de place généralement. La tristesse, c'est assez silencieux finalement. Donc ça prend moins de place dans le quotidien. Ça se voit moins en tout cas. Ça passe plus inaperçu. Donc là déjà, c'est plutôt bon signe pour le coup parce que cette personne a repéré que son enfant est triste et l'enfant arrive à le dire visiblement. Donc c'est déjà un très très bon point. Alors la tristesse, comme toutes les émotions, hein, elle est là pour nous délivrer un message. Souvent derrière la tristesse, c'est la perte de quelque chose ou le deuil de quelque chose à faire. Alors ça peut être de la tristesse pour quelque chose de grave, en tout cas qu'on nomme nous grave en tant qu'adultes, mais ça peut être pour des toutes petites choses et pour des choses qui peuvent paraître très très importantes pour les enfants. Donc ça peut être la perte de quelque chose auquel ils tiennent, ça peut être des choses comme ça. Euh, donc, il en parle pas. Déjà, il arrive à le nommer. Donc, c'est le premier point. Ce qui est possible de faire avec cet enfant et tous les enfants, voilà, comme ça, qui savent pas trop. Et encore une fois, c'est normal. Même nous, des fois, en tant qu'adultes, on a de la colère, on se sent en colère ou triste. On a un fond de tristesse ou de colère, mais on sait pas trop pourquoi. Donc, c'est pas toujours évident, en fait, hein, d'arriver à sentir pourquoi on est triste ou en colère. Donc, pour les enfants, c'est d'autant plus compliqué. Donc, c'est pas grave. Pourquoi pas lui proposer de quantifier comme ça. T'es triste comment? Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Du coup, il va se sentir pris en compte dans son émotion. Et il y a toutes les chances pour que cette émotion petit à petit descende. Peut-être même sans arriver à comprendre pourquoi. Généralement, si on fait ça et qu'il y a juste besoin de ventilation de l'émotion, parce que des fois, c'est des choses qui s'accumulent mais qui sont assez anciennes et qui sont plus trop d'actualité pour l'enfant, mais ça reste présent parce que ça s'est accumulé. Oui. Juste de le nommer comme ça, si on fait ça 2-3 jours d'affilée, ça peut des fois suffire. Euh, des fois, c'est pas le cas. Ça peut être intéressant de regarder pour cet enfant si c'est pas passé quelque chose dans son quotidien de nouveau, si c'est je sais pas pourquoi, là j'ai en tête ça peut être des choses comme un déménagement. Des fois, nous on s'est habitués et puis les enfants, voilà, il y a quand même beaucoup de deuil à faire quand on déménage, des choses d'avant. Ça peut être une déception aussi par rapport à une nouvelle maîtresse, un nouveau maître. Ça se passe pas exactement comme avant, donc il y a ce deuil à faire de ça. Ça peut être
des fois, c'est dans un contexte de séparation aussi. C'est pas facile pour les enfants, donc il y a un fond de tristesse qui reste. Ouais. Euh, Quelques temps, en tout cas quelques mois, le temps que les enfants s'adaptent. Parfois, c'est un nouveau conjoint aussi, dans le cas d'enfants, de parents séparés, d'un nouveau conjoint pour le père ou la mère. Donc pareil, ça rend triste, mais l'enfant n'ose pas forcément en parler. Donc ça peut être intéressant de regarder dans ce contexte familial-là, est-ce qu'il n'y a pas eu un changement, il n'y a pas si longtemps, dans les derniers mois, euh, qui a pu lui amener de la tristesse. Des fois, ils n'osent pas le dire. Par exemple, je sais pas, j'imagine là un déménagement. Euh, c'est génial parce qu'il y a plein de nouvelles choses. L'appart est plus grand, l'enfant a peut-être une chambre Oui. alors qu'avant il n'en avait pas. Enfin, des choses qui, pour nous, ça nous paraît tellement être du plus que on va pas penser forcément à de la tristesse pour l'enfant. Alors que pour lui, ça lui change ses repères et tout, momentanément. Après, il va prendre plaisir au reste. Et ça veut pas dire qu'il prend pas déjà plaisir au reste. Mm. Des fois, la tristesse peut aussi cohabiter avec de la joie d'autres choses. Donc voilà, donc moi ce que je conseillerais là, ça serait de l'accueil comme ça de l'émotion, même si on comprend pas pourquoi, en essayant de la quantifier. Pourquoi pas de la dessiner, si l'enfant Oui. est OK et est en âge. Euh, Un journal, mais peut-être des émotions, c'est-à-dire est-ce qu'on peut le suivre finalement? Donc la maman pense qu'il s'agit de tristesse, mais peut-être pas non mm, plus. C'est-à-dire qu'il est possible que ce soit ou une émotion de substitution ou une émotion que l'enfant va dire oui, je ressens de la tristesse, mais peut-être que ce n'est pas de la tristesse, ça peut simplement de la fatigue. Je dis mm, ça parce que parfois on a tendance à dire, ben voilà, au lieu on confond un peu des fois justement les états les états émotionnels et mm, donc forcément on cherche pas au mm, bon endroit. Il y a aussi autre chose aussi à prendre en ligne de compte. Alors moi parler d'un journal, se mm, dire si effectivement cette tristesse est récurrente, parce que ça peut être aussi symptomatique d'autre chose. mm, Par exemple de la dépression chez mm, l'enfant. mm, On mm, n'en parle pas souvent, mais il y en mm, a, la dépression chez l'enfant. Donc c'est pour ça que je disais un journal, voir un petit peu si ces moments de tristesse, tels qu'il les identifie, se présentent régulièrement, mm, peut-être qu'il va falloir creuser, peut-être avec un professionnel, ou en tout cas déjà, mm, comme tu disais, quantifier avec lui, savoir ta tristesse, elle est grande mm. comment. Euh, Est-ce que tu as eu l'impression de perdre quelque chose? On peut le guider aussi dans les questions, puisque tu disais que c'était un deuil. Oui. Donc il est possible que ce soit un deuil, et peut-être même un deuil récurrent, dans le sens où Mm, c'est peut-être une pensée ruminatoire qui va revenir mm, et qui va mm, redéclencher systématiquement cette tristesse. mm. Et donc si ça arrive de manière régulière, c'est quand même une alerte un petit peu, non? Du coup. Bien sûr. Donc ça dépend s'il y a eu un gros changement dans le contexte familial. C'est normal, c'est consécutif à ce changement-là. Oui, Donc voilà, ça va se réguler si on accompagne l'émotion. Sinon, ça va rester et ça va s'amplifier. oui. Il n'y a pas eu de changement particulier. Oui, c'est intéressant quand même de veiller. Alors la tristesse, c'est une émotion tout à fait Mm. normale et c'est ok et il faut pas en avoir peur non plus. Ce qui va pas, c'est quand c'est tous les jours et qu'on n'arrive pas à mettre du sens dessus. Là, effectivement, ça pourrait plutôt faire penser à une dépression si c'est ça. Oui. Mais la plupart du temps, chez les enfants, c'est des choses souvent c'est des choses qu'ils n'osent pas dire parce que c'est des choses chouettes pour les adultes. Ils le voient bien. Ils veulent pas rendre triste le parent. Ils osent pas trop expliquer. Donc c'est aussi de l'autoriser à dire que ça va pas nous rendre triste s'il explique pourquoi il est triste. Il a le droit d'être triste et ça aussi on peut lui dire, même si on comprend pas pourquoi. C'est ok, je vois que t'es triste, je comprends pas pourquoi, mais en tout cas t'as le droit d'être Mm. triste quoi. Déjà juste ça fait un bien fou pour l'enfant. Et peut-être aussi de repérer là pour cette maman, de repérer quand est-ce que cet enfant est triste. Est-ce qu'il paraît être plus triste les jours d'école que les jours de week-end par exemple, ou à l'inverse, est-ce que c'est plus les jours de week-end? Ça peut aussi aiguiller vers la raison qui le rend triste. Après, effectivement, si on repère aucune raison et que c'est vraiment au quotidien, ça Mm. ressemble effectivement plus à un enfant dépressif. Et là, ça vaut le coup probablement de consulter un professionnel. Et j'imagine que toi, quand tu rencontres des familles aussi, tu interroges le parent quand c'est comme ça. Peut-être qu'un parent a aussi une sorte de tristesse un peu dans son vécu, Mm. peut-être même aussi un état dépressif. Hein, et c'est pour ça que je disais peut-être par miroir aussi un enfant qui va refléter ce que le parent va ressentir aussi. C'est ça. Et Ouais. dans ces cas-là, c'est OK, c'est intéressant de le prendre en compte. Il s'agit surtout pas de culpabiliser en se disant Mm. c'est moi qui ai rentré ce enfant. Non, mais au contraire, c'est l'occasion d'aller consulter à deux, alors pas forcément vers le même psychologue, mais c'est l'occasion de repérer ça pour faire en sorte d'aller mieux, que les deux aillent mieux, Oui. tout simplement. Après, on peut essayer de jouer aussi avec eux à ça, Mm. pour essayer des fois, on arrive à en savoir plus quand on fait ça. Bien sûr. Donc, on leur propose avec des peluches. Hein.
avec des jouets qu'il aime bien. Ça peut être avec des voitures même, hein. Oui, On voit bien dans Cars, où là, c'est des voitures qui sont personnifiées, peu importe. À partir du moment où l'enfant aime bien ces objets-là, il peut les personnifier. Ça peut même être des Lego, enfin, peu importe. bien sûr. Donc, si on prend l'exemple des voitures, on peut prendre plein de voitures. On imagine, tiens, les voitures, elles sont à l'école. Tiens, celui-là, cette voiture-là, elle est triste. Oh, bah, comment ça se fait qu'elle est triste? Et des fois, l'enfant sort un truc comme ça, c'est très étonnant. Bam, ça sort. C'est tout, ça vient de suite, alors Oui, que ça peut faire des semaines qu'on essaye de comprendre pourquoi il est triste. Et là, ça vient. Donc, soit ça vient naturellement comme ça, soit des fois, on les laisse jouer comme ça, 15 minutes en faisant autre chose un petit peu à côté, mais tout en ayant quand même une oreille sur ce qu'il dit. Et des fois, on voit, ah bah tiens, lui, il veut pas jouer avec lui. Enfin, on se rend compte comme ça qu'il y a des choses, et donc, des fois, c'est effectivement parce qu'il y a un camarade qui veut plus jouer avec, alors que c'était un très bon copain. Enfin, ça peut être des choses comme ça. oui, Donc de mettre en scène comme ça et de les laisser un petit peu faire, juste en guidant. Il faut juste nommer en fait qu'il y en ait un qui est triste dans le lot. oui. Si possible, celui que l'enfant préfère. Généralement, ils ont une peluche qu'ils préfèrent, un poupon qu'ils préfèrent, une voiture qu'ils préfèrent. Celui-là, généralement, ils s'identifient plus facilement à celui-là. Et après, le laisser faire. Oui, Voir ce qui se passe. c'est ça. Et ça peut nous en dire plus. Mais effectivement, ne pas hésiter à consulter si on voit que ça traîne, Mm. hein. Un enfant qui est triste pendant des mois et des mois, c'est pas normal. C'est pas grave, c'est pas forcément grave, mais c'est pas Oui, normal. Donc il s'agit d'aller décoincer ce qui est coincé pour qu'il se sente c'est libéré. ça. Mm. Et dommage qu'on n'ait pas la maman en direct. On aurait pu lui Oui, demander si elle s'exprime aussi sur sa tristesse. c'est Parce qu'il y a ça. parfois une réticence des parents à partager des émotions désagréables. On se Ouais. dit que voilà, sauf que même si on ne les partage pas, Mm. il y a nos messages corporels et un peu non verbaux qui vont s'exprimer. Et l'enfant va ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et peut-être que lui-même va ressentir cette tristesse qu'on n'exprime pas. Donc c'est bien de pouvoir déjà lui montrer l'exemple en lui disant voilà, Mm. là je ressens de la tristesse pour Mm. ça, et expliquer à l'enfant. Et ainsi il Exactement. va aussi peut-être suivre le cheminement et se dire bah finalement, d'accord, bah là c'était la tristesse de ma mère, mon père, et pas forcément la mienne du coup, et ensuite venir peut-être clarifier ce qu'il peut avoir en termes de dénouement, Mm. enfin dénouer un peu le côté émotionnel, un peu les fils émotionnels, on va dire quoi. Exactement. Ouais. Et c'est vrai ça sert à rien de leur cacher quand on est triste, en colère, ils le sentent. Oui, Et le cerveau humain est fait comme ça de toute façon. On a besoin de mettre du sens sur ce qu'on comprend pas. Et donc, s'ils peuvent pas mettre du sens, ça va les tracasser beaucoup plus, en oui, fait. Donc, il vaut mieux leur dire. Alors, on peut leur dire des fois que c'est des choses d'adultes, mais que effectivement on est triste. Enfin, on peut essayer d'en dire quelque chose autant qu'il est possible selon l'âge de l'enfant. Il s'agit pas de tout dire non plus, mais mm, de doser en fonction de ce qui est possible de dire. Mais il vaut mieux ça. Des fois, on a peur de dire. Il vaut mieux dire plutôt que l'enfant perçoive, mais qu'on lui dise mais non, tout va bien. Et du coup, il sent bien que c'est pas vrai. Et du coup, ça le stresse en fait. Il comprend pas. Il met pas de sens. Il sent bien que ce parent-là, il va pas bien, mais il comprend pas pourquoi et il s'inquiète en fait. oui, Encore une fois, le cerveau et surtout chez l'enfant, il y a vraiment la partie survie qui est bien en place, elle, contrairement à la partie préfrontale, toute la partie rationnelle. Donc son cerveau de survie, enfin son bout de cerveau là, il est à fond et il n'a pas forcément la capacité de se raisonner comme nous on pourrait faire. oui. Donc plus on va, voilà, il s'agit de lui en dire quelque chose pour qu'il puisse mettre du sens à sa hauteur d'enfant sur notre émotion et sans avoir peur que notre tristesse le rende triste. En fait, on est triste, on a le droit d'être triste. Les adultes aussi ont le droit d'être tristes. Ça nous arrive à tous de temps en temps. C'est normal. En fait, c'est pas grave. Et c'est aussi leur montrer ce chemin-là, parce que des fois, on voudrait qu'ils nous expliquent pourquoi ils sont tristes, Oui, mais nous-mêmes, on va pas leur expliquer. c'est ça. Euh, et c'est pas cohérent. Donc, c'est intéressant aussi de prendre conscience de ça. On peut tous avoir tendance à ça. Hein, c'est naturel, mais c'est intéressant d'en prendre Et si conscience. nous pleurons devant les enfants, Mm. est-ce que déjà on a le droit de pleurer devant les enfants? Enfin, c'est une question évidente, évidemment que oui. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est comment accompagner ceci. Mm. Déjà, expliquer que c'est une décharge émotionnelle et que c'est tout à fait naturel. Mais est-ce que on doit faire un travail particulier? Est-ce qu'on doit accompagner ces pleurs de l'adulte, donc du parent, Mm. face à l'enfant? Est-ce qu'on doit donner du sens à cela? Est-ce qu'on doit Oui, expliquer? oui, c'est pareil. Sinon, ça va le stresser. Il va pas comprendre. En fait, il va s'inquiéter. C'est de lui dire, bah, tu vois, même les adultes, hein, des fois, Hmm. ils pleurent. Pour la colère, mais on peut le faire pour la tristesse. J'aime bien la métaphore du ballon où j'explique comme ça, on souffle dedans, on a un peu de colère, un peu de colère, un peu de Oui, colère. On souffle, le ballon grossit, puis d'un coup ça éclate. Et c'est là qu'on va crier, par exemple, en tant qu'adulte. Bah, on peut leur expliquer la même chose pour la tristesse, en disant, bah là, tu vois, le ballon de la tristesse, il a éclaté. hmm. Et là, tu vois, bah là, ça, je pleure, j'ai accumulé plein de tristesse.
et de pouvoir mettre du sens, d'expliquer un peu pourquoi on est triste, sans rentrer forcément dans le détail, mais Oui, ça va les sécuriser beaucoup plus que de ne rien dire. Des fois, on peut faire semblant, mais ils sont pas bêtes, hein. oui, Ça, ils le perçoivent très vite, hein. Encore une fois, ils sont radars aux émotions des adultes, hein. Ils ont besoin d'un adulte qui s'occupe d'eux, donc ils vont toujours faire gaffe à comment se sentent les adultes pour s'ajuster, pour trouver des stratégies d'adaptation aux adultes. c'est ça. Donc, il vaut mieux en dire quelque chose. C'est pas grave de pleurer devant les enfants. Et c'est intéressant de leur expliquer comment on va faire pour que ça. Ce qui est problématique, c'est quand l'adulte pleure tout le temps sans que l'enfant voit une issue à ça. Mhm. Là, c'est pas la même chose. Donc là, c'est intéressant que l'adulte, dans ces moments-là, des fois, il y a des événements de vie qui fait qu'on peut pleurer plus souvent, bah, d'expliquer c'est parce que c'est ce moment-là et après ça ira mieux. Ou ça va pas, mais je suis en train de travailler sur moi pour que C'est ça aille ça. mieux. J'en sais rien, mais qu'ils puissent voir une issue de ça, parce que sinon ils sont baignés dans ils n'arrivent pas non plus à. Enfin, si c'est quelque chose de récurrent avec un parent dépressif par exemple, effectivement là c'est encore autre chose, c'est Oui, pas la même configuration. Mais les oui, pleurs, comme ça peut nous arriver, de pleurer, d'avoir de la colère, ça c'est tout à fait, c'est adaptatif encore une fois, hein, oui. c'est pas grave. Et de leur expliquer, je suis triste parce qu'il y a eu ça. Bah tu vois, on est souvent triste quand on perd quelque chose, quand on est déçu de quelque chose, et de pouvoir mettre des mots dessus, ça participe à leur, euh, la possibilité qu'eux-mêmes arrivent à nommer et à gérer leurs C'est émotions ça. derrière. Donc c'est pas une perte de temps, c'est pas se montrer faible du tout, au contraire, bien au contraire. Hmm. On passe pas tout de suite dans le registre du divertissement. On est d'accord. Si un enfant se dit triste, on va d'abord accueillir ce qu'il ressent. On va faire preuve d'empathie avec lui, plutôt que d'essayer de lui changer des idées en lui Mm. proposant un jeu, quoi, par exemple. On est bien d'accord. Non, On non, accueille c'est pas d'abord, hein. Hmm. d'abord on accueille, de quantifier comme ça, moi je trouve ça Hmm. génial parce que il y a des enfants qui, on a beau essayer de leur dire, bah alors qu'est-ce que tu ressens ou tu ressens de la tristesse. Il y en a qui aiment pas forcément en parler ou qui n'y arrivent pas. Et je trouve de quantifier comme ça ils accrochent presque Oui, tous, hein. Ils disent, ah oui, je suis gros comme ça. Et du coup, ça, c'est une bonne façon de faire en sorte que l'enfant parle de son émotion et puis qu'il y ait un accusé de réception en face. Ah bah dis donc, je vois que c'est vraiment, t'as une grosse tristesse, hein. Ah bah ça doit pas être facile pour toi. oui, Juste ça, déjà, pour moi, c'est l'essentiel. Tout ce qu'on a nommé d'autres, c'est ensuite, après, mais pas à la place de ça et surtout c'est pas ça. avant ça. Mm. Et attention à la temporalité, c'est-à-dire que en fait, la raison pour laquelle l'enfant ne répond pas au pourquoi, c'est peut-être parce qu'il ne peut pas pour l'instant. C'est-à-dire que lorsqu'il est débordé par son émotion, et y compris la tristesse, Mm. il n'a pas accès aux fonctions supérieures de son cerveau et il ne peut pas encore donner de sens à tout ça. Il faut vraiment qu'il puisse d'abord être réconforté, Mm. être écouté, et ensuite, plus tard, il va peut-être pouvoir dire, ben voilà, j'ai ressenti de la tristesse parce que. Mm. Mais attention à cette obsession du pourquoi tout de Mm. suite. Je pense qu'il faut Mm. vraiment laisser le temps d'accueillir l'émotion, de réconforter, C'est ça. et ensuite on répondra au pourquoi. Parce que sinon, ça peut devenir aussi une fixation pour le parent qui se sent démuni en disant je sais Bien pas sûr. pourquoi il pleure. Ben, en fait, le pourquoi est moins important que l'accueil Mm. déjà dans un premier temps. Et ensuite, on cherchera, surtout quand c'est récurrent, ça veut dire qu'il y a peut-être une cause commune à tout ça, et il est Ouais. intéressant de la trouver, cette cause, justement, quoi. Ouais, tout C'est à ça, fait. parce que ça peut vite, c'est intéressant parce que ça peut vite mettre dans l'impuissance justement en tant Oui, que parent. Et du coup, on veut trouver des solutions tout de suite. Et on passe à côté de l'accueil des émotions. Ce qui est intéressant, c'est de se mettre à la place de l'enfant. Si nous-mêmes, on est débordé par notre émotion de tristesse, qu'on pleure et tout, si quelqu'un arrive pour nous faire raconter, nous dire, ah bah, c'est quoi, enfin, on n'en est pas mm, là. On a juste besoin de quelqu'un qui dit, waouh, t'as l'air triste, waouh, ben, ok, je suis là pour toi. Enfin, des choses comme ça. On n'a pas besoin que la personne nous trouve une c'est solution ça. tout de suite. Euh, dans un second temps, pourquoi pas, si on en a envie et besoin, mais on a surtout besoin d'être accueilli dans ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire là, en l'occurrence, une émotion de tristesse. Oui, Donc ça, c'est primordial. Il faut de toute façon commencer par là. C'est plus important que même que la recherche de c'est solutions. ça. C'est du ponctuel, évidemment, même si l'un n'empêche pas l'autre quand c'est du C'est récurrent. ça. Donc Euh, le pourquoi dans un second temps. ouais. Essayons de faire ce travail d'empathie en disant, mais nous, en tant qu'adultes, si nous sommes en train de pleurer, c'est ce que tu viens de dire, si on vient, on nous assaille de pourquoi, ben, on va plutôt ressentir même de la frustration, de la colère, on va refouler notre tristesse qui va ressortir à un certain moment, et finalement, on aura perdu cette chance de pouvoir accueillir et ensuite de pouvoir se sentir mieux, puis de trouver la source de l'émotion. C'est C'est ça. bien ça. Et c'est ça, hein, quand on est triste, on a tout sauf envie d'entendre, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Oui, Même si c'est une bonne solution, oui, peut-être, mais c'est pas le moment, quoi.
tout de suite on a juste besoin que ça sorte. Et en plus dans les larmes, je sais pas si cet enfant arrive à pleurer, je suis pas sûre là tel que c'est dit, mais dans les larmes, ça permet de faire sortir des neurotransmetteurs en lien avec la tristesse. Donc on en a moins à l'intérieur. Du coup, ça permet un soulagement corporel réel. Oui, Donc c'est vraiment un acte libérateur que de pleurer. Donc c'est dommage d'empêcher ça parce que vraiment ça permet d'être mieux rapidement dans le sang dès qu'on se c'est laisse ça. aller à pleurer, on se sent mieux après. Hein. Donc C'est ça. c'est corporel. Ça. Alors, on va passer sur le registre de l'agressivité. Ouais, Alors, c'est pas décrit comme ça. Oui, je fais pardon. juste un tout petit toute petite parenthèse. Ça m'y fait penser. J'ai une maman qui m'a dit il y a une semaine ou deux, justement suite à nos lives, ça lui a fait penser à son fils quand à la naissance de son autre enfant, et elle lui a demandé comment c'était pour toi quand il est né. Et il a dit j'étais très très triste. Et en fait elle a creusé et en fait il expliquait qu'il avait des larmes parce qu'il était très content en fait. Et cet enfant a interprété ça comme de la tristesse et il disait à sa mère mais j'étais très 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 triste. Et donc c'est intéressant parce qu'elle se serait arrêtée là, elle aurait pu se dire oh là là c'était horrible pour lui, même si de toute façon c'est toujours Oui, un sacré chamboulement la naissance d'un enfant, mais et alors qu'en fait c'est pas du tout ça qu'il voulait dire. Et donc c'est intéressant ça aussi. Des fois on va mettre nos explications d'adultes. Donc c'est intéressant de leur ah bon, explique-moi, toujours ce truc-là de leur dire ah bon, t'étais triste, c'est-à-dire comment tu sais que t'étais triste, explique-moi. Ça veut dire que tu pleurais. Ah bon, tu pleurais parce que t'étais content. Ah, ok. Donc je fais juste cette petite oui, parenthèse-là parce que je trouve que c'est intéressant, que ça peut peut-être aiguiller certains parents, euh, voilà, quand il y a des mots d'enfants tout à comme ça. fait. Euh, c'est pas si simple de démêler les choses. Exactement. Donc, surtout, on évite d'être Mm, affirmatif en disant tu es triste. mm, On va plutôt poser la question en disant est-ce que tu ressens telle émotion ou quoi que ce soit. c'est Et ainsi, l'enfant va pouvoir. comment Ouais, c'est ça. C'est ça. si C'est vrai que souvent, s'ils arrivent ouais, ouais, ouais. tout à fait. S'ils arrivent à me dire, effectivement, c'est intéressant. Alors, passons sur le registre de. Alors, j'aime pas trop ce terme, mais agressivité, parce qu'il est Mm. souvent prononcé comme ça par les parents. Pourquoi j'aime pas trop ce terme? Parce que bah, ça nous met en position de défense, nous déjà, et on se dit, bah, si mon enfant est agressif, je vais être agressif avec lui. Il y a parfois une réaction comme ça de défense. Or, on va pas parler d'agressivité, on va parler d'impulsivité surtout. Oui. Là, il s'agit d'enfants qui. Alors, la question, elle est assez intéressante. Bonjour. À quel âge est-ce problématique qu'un enfant en colère frappe? Il y a beaucoup Mm. d'implications dans cette question, donc je trouve qu'elle est intéressante. Ouais. Ouais. Alors, quand est-ce que c'est problématique? De toute façon, on voit bien, hein, on a d'autres questions pour des enfants beaucoup plus jeunes. Ça, c'est un problème à chaque fois. Donc, c'est problématique dès le début. Alors, j'imagine que derrière cette question, c'est quand est-ce que c'est plus normal? Euh, euh, donc oui, et c'est tout à fait normal. Enfin, c'est pas anormal en tout cas qu'un enfant tape. C'est de l'impulsivité, c'est pas de la méchanceté. Il sait pas faire autrement en fait. Il se dépatouille comme il peut avec son émotion. À partir de quand c'est plus normal, entre guillemets, qui tape ou qui frappe, c'est pas simple comme question. On va dire qu'à partir de 6-7 ans, il devrait commencer à arriver à mieux se gérer. Ceci étant dit, quand on regarde certains adultes, j'ai envie de dire Justement. que c'est pas simple. C'est vrai que souvent on charge les enfants, hein, mais quand on regarde les adultes, il y a encore plein d'adultes qui en colère Et, vont frapper, quoi. et Elles vont frapper. attention à cette question, parce que je Ouais. disais, elle est révélatrice Oui, aussi de ce il y a plein de choses dedans. jugement extérieur, Mm. en se disant, mais à partir de quand je vais être jugé si jamais mon enfant frappe, enfin voilà. Ouais, il Donc y a plein de attention choses à dedans. ça, il y a pas vraiment Mm. de normes en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, taper fait partie d'un des comportements issus de la colère, de la frustration. Effectivement, on peut le connaître à tout âge, que ce soit à, effectivement 3 mois ou à 100 ans, quoi. Parce que quand on ressent Bien de la sûr. colère, à un Mm. moment, ben, on n'a pas cette capacité de régulation et on va peut-être passer dans un geste agressif qui pourrait être jeté, tiré ou Mm. crié, en fait, Ouais. hein, puisque ça fait partie du même registre. Donc, je dirais, évitons de pouvoir classifier ça en catégorie donc normale, anormale. Déjà dans C'est un premier temps parce que ça nous met de la pression déjà. complètement. Et c'est En pas revanche, anormal. c'est ça, C'est ni normal ni pas normal. exactement. Ça fait partie de notre corps, de comment il réagit quand il est en colère. C'est ça. Après, il y a aussi enfin, l'association a un problème à ce problème et ça à cette personne ou à cette personne. C'est-à-dire que si l'enfant frappe, c'est un problème pour l'adulte. Mm. Dans ce cas-là, c'est l'adulte qui
effectivement qu'il va faire une démarche par rapport à ça, d'accompagnement, etc., etc. Si le fait de frapper est un problème pour l'enfant, on va l'accompagner, etc., etc. Donc là, il y a deux problèmes qui sont, il y a le problème de l'enfant qui frappe et le problème de l'adulte qui considère que, effectivement, bah, il est pas normal de frapper. Et en effet, de toute façon, c'est une règle générale. On ne frappe pas. Donc la règle, c'est on agit sans violence. Du coup, et ça c'est une règle qu'il est important d'écrire, de rappeler et d'apprendre parce que, comme on le disait, le cerveau est immature et on peut avoir des gestes impulsifs non volontaires liés au fait qu'on est débordé par les émotions jusqu'à, tu disais, à peu près 6-7 ans, où ça commence vraiment, il commence à y avoir un cap de franchi à ce moment-là. Il y a un cap là, à ce moment-là, quand même, le cerveau est quand même moins immature et l'enfant peut quand même plus facilement se contrôler, j'aime pas ce mot-là, mais gérer ses émotions. Il y a le avant 6 ans et après 6 ans, si on veut schématiser, encore une fois, bien évidemment, c'est progressif. Un enfant de 5 ans va moins frapper qu'un enfant, enfin, aura plus de facilité s'il a intégré que c'est la règle, c'est on tape pas, il aura plus de facilité à 5 ans qu'à 2 ans de pas taper. Oui. Même si l'enfant de 2 ans peut tout à fait intégrer la règle, il va pas forcément y arriver. À 6 ans, c'est déjà plus faisable. Oui. Et encore, on voit bien qu'il y a des adultes qui n'y arrivent pas. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Hein. Alors je dis pas que c'est légitime pour autant, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est quand même difficile de pouvoir attendre d'un enfant de moins de 5 ans de pouvoir se contrôler systématiquement en fait. Ça va se faire progressivement, petit à petit, à chaque fois, en répétant la règle, en montrant l'exemple aussi. Et en stoppant les gestes, hein, parce qu'on l'oublie un peu, mais en fait, on va pas subir par exemple les coups d'un enfant sans réagir. C'est-à-dire déjà lui dire non, je ne suis pas d'accord, c'est un premier point. S'écarter, ça peut être aussi un moyen, mais on peut aussi stopper le geste de l'enfant. Pas de manière violente, simplement fermement, et lui dire ceci, je ne suis pas d'accord, et ceci provoque de la douleur, donc voilà, donc ça fait mal. Et peut-être, alors là aussi je vais dire un truc qui va vous paraître peut-être paradoxal, c'est lui proposer un câlin. Je dis ça parce que c'est un des articles qui a fait le plus de bruit. On m'a dit mais comment, il faut plutôt les punir, les frapper en échange, etc. Non. En fait, pourquoi un câlin et pourquoi plutôt de l'écoute? C'est parce que, comme on vient de l'expliquer, un enfant qui va frapper va le faire par impulsivité. Il va être débordé par son émotion. Et un des meilleurs moyens pour que l'émotion s'apaise, que le cerveau émotionnel s'apaise, c'est de la sécrétion d'ocytocine, en l'occurrence du contact, de l'écoute, etc. Donc, câlin, si l'enfant est d'accord, ça va lui permettre de revenir au calme. C'est ça. Et ensuite, effectivement, on pourra revenir peut-être sur l'événement. Et c'est même pas sûr qu'on revienne sur l'événement, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on revient sur l'événement systématiquement, en disant ah oui, tu as tapé, tu as tapé? Parce que le risque de revenir systématiquement sur l'événement, c'est aussi que l'enfant se considère comme quelqu'un de méchant et se remémore aussi systématiquement cet acte-là. Donc peut-être aussi peut le reproduire du coup. Ouais, bah, il y a plein de choses dans ce que tu dis. Hein. C'est effectivement si on frappe un enfant qui frappe, c'est comme quand on lui dit en criant de pas crier quoi. C'est la même chose, c'est pas du tout cohérent pour lui. Donc ça c'est sûr que c'est pas possible. Lui faire un câlin quand c'est possible, parce que un enfant qui en est au moment où il tape, généralement les câlins, c'est pas facile à faire. Ça dépend des enfants, encore une fois, ils sont tous différents. Ça va leur faire une sécrétion d'ocytocine et ça apaise les choses. Ça veut pas dire que c'est bien de taper, et ça c'est important de pouvoir leur dire. Ça veut pas dire qu'on légitime leurs gestes, mais qu'on essaye de les aider pour faire redescendre la pression. Donc c'est intéressant parce que des fois il y a ce malentendu autour de ça. C'est comme si on venait dire à l'enfant que c'était bien. Non, c'est pas la même chose. C'est je ne suis pas d'accord avec ton geste. Pour autant, je vois que tu es en difficulté. Voilà comment j'essaye de t'aider, quoi. C'est pas la même chose. Donc, en parler systématiquement ou pas, bah, ça dépend. Si l'enfant frappe 20 fois par jour, effectivement, on va peut-être pas lui réexpliquer 20 fois. Par contre, d'expliquer quand on choisit d'expliquer, de le faire quand il est calme. Ça sert à rien dans ces moments-là de lui expliquer que la règle de la maison c'est ça. On peut lui dire non, d'autant plus s'il vient taper effectivement quelqu'un de la fratrie, de répéter la règle aussi pour protéger les autres et qu'ils entendent, qu'ils se sentent pris en compte aussi dans ce qu'ils viennent de subir. Parce qu'il s'agit pas non plus que les autres se disent bah c'est normal de taper, il tape et il a un câlin. Enfin, c'est intéressant si je trouve pour les plus grands, si c'est souvent le cas, de nommer aussi, de dire non, t'as pas, c'est une règle dans la famille, on ne tape pas, c'est pas légitime, ne serait-ce que pour que les grands l'entendent à ce moment-là. Enfin, ceux qui viennent se prendre le coup là. Donc je trouve ça important parce que sinon eux ils comprennent pas non plus
Et après d'aller effectivement, si on peut, faire un câlin au psy ou essayer de l'apaiser en fait. Et les câlins font partie des stratégies d'apaisement. Ce ne sont pas des récompenses. Attention, Non, parce que ah, justement, c'est ça le non. truc. C'est que on n'est pas en train de récompenser l'enfant pour son geste. Il va pas. Parce que la crainte du parent, et c'est un peu ce qui est dans le système punition-récompense, c'est de dire, bah, si je le récompense avec ça, il va recommencer pour avoir un câlin. C'est C'est pas du ça. tout ça. C'est pas Non, du, c'est pas il n'est pas ça. dans le calcul, l'enfant, quand il tape, hein. Il n'est pas en train de se Non. dire, je suis en train de taper pour obtenir un câlin. Il est Non. débordé par son stress, par son émotion. Donc, il n'est pas capable de se dire, je fais ça exprès, quoi. À ce moment-là, c'est pas possible. De toute façon, il est trop Hmm. submergé par son émotion. Donc on va, c'est pas, si on lui explique là tout de suite, il faut pas faire des machins, il va rien comprendre. Donc plutôt le faire dans des moments où il est calme. Tu te souviens ce qui s'est passé tout à l'heure? Ça veut pas dire qu'il faut lui dire 15 fois par jour. Oui. Tu te souviens ce qui s'est passé là? Ah bah écoute, j'ai vu que tu étais dépassé par ton émotion, mais tu sais, tu te souviens de cette règle, on ne tape pas. C'est très important dans la maison, dans le foyer, on tape pas pour qu'on soit tous, qu'on se protège. T'imagines si on se tapait tous, ça serait pas possible. Et juste de lui répéter comme ça avec bienveillance, sans l'étiqueter méchant ou ah bah t'es méchant, t'as tapé ton frère ou t'es Hmm. méchant, t'as tapé maman. Si on fait ça, ça ne peut qu'augmenter son stress et du coup la potentialité qui recommence, donc Oui. c'est contre-productif. Oui. Donc ça c'est vraiment important et de donner beaucoup d'attention à l'enfant dans les moments où il le fait pas, C'est parce ça. que je vois aussi malheureusement des parents qui donnent beaucoup d'attention aux enfants que quand il y a, j'exagère, je caricature, souvent quand il y a des comportements comme ça qui ne vont qui sont problématiques et du coup c'est là que ça qu'il peut y avoir confusion pour l'enfant de bah j'ai et qu'il y a il peut y avoir un problème au niveau de son style d'attachement, ensuite sa façon de d'être en lien, Oui. c'est-à-dire finalement c'est quand je remarque que quand j'ai transgressé, il le fait pas pour, mais il remarque que quand il transgresse la règle, là il a l'attention. Oui. Ça, c'est un problème. Si il n'a pas d'attention à côté. Oui. Je précise ça parce que je trouve ça important. Un enfant qui a de l'attention d'une façon, enfin, dans les moments où il va bien, où il fonctionne bien, il fait des choses tout à fait standards ou des choses bien, alors il va jamais se dire c'est la récompense. C'est pas possible en fait, c'est pas ça. Hmm. Mais il a un parent bienveillant qui est là pour lui, même quand il fait quelque chose C'est qu'il faut ça. pas faire. Ok, au contraire, c'est hyper sécurisant pour lui. Exactement. En fait, il y a la notion du surligneur, j'ai envie de dire. C'est ce Mhm. qu'on appelle aussi le renforcement positif. Mhm. Comme tu le disais, bien souvent, on s'attache et on s'arrête sur les comportements qu'on ne veut pas, Mhm. en fait. C'est-à-dire qu'en gros, on va dire, oh là, il a encore tapé, etc. Et même le parent fait une focalisation sur ces comportements qui ne sont pas acceptables. Ce qui fait que Mhm. l'impression générale et même le moral du parent, il baisse. Mhm. Alors Bien qu'il y a sûr. plein de moments où l'enfant arrive à garder son calme malgré Mhm. la colère, arrive à rester concentré sur quelque chose, etc., etc. Sauf que ces moments, ils passent un peu inaperçus. Ça devient un peu notre biais de négativité, hein, le fait de s'attacher Mhm. à ce genre de choses. Mais Bien sûr. il est important de le contrer, ce biais, en se disant, bah là, tiens, mon enfant, il est calme et pourtant, je vois qu'il y a sa construction qui s'est démolie. Il a gardé son calme. Eh bien, Mhm. règle le fait de remarquer ça, et c'est le principe du surligneur, Oui. on va surligner ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire avec, comme avec un stabilo, hein, en lui faisant marquer, dire, ah, mais je vois que tu as gardé ton calme là. Mhm. Et l'enfant va aussi donc intégrer ceci en se disant qu'il a réussi à garder Mhm. son calme dans une situation peut-être où d'habitude bah, il aurait tendance à jeter C'est ses capable. constructions parce que voilà. C'est Et ça. le fait de remarquer ça, et d'ailleurs vous allez vous rendre compte, c'est un peu entre guillemets magique, c'est-à-dire que plus vous allez vous attacher à ça, plus vous allez remarquer ces moments, plus il y en aura Bien en sûr. fait. Donc il y a ceux auxquels on va faire Mhm. attention et il y a ceux qui vont se créer parce que l'enfant va justement Mhm. être encouragé dans Mhm. le fait de reproduire ceci. Donc c'est le renforcement positif, c'est vraiment intéressant. Et il est important de comprendre que naturellement et du point de vue de notre cerveau, il y a ce biais de négativité à combattre. Ça c'est important Exactement. aussi. C'est important, exactement. Notre cerveau, il est fait pour qu'on survive. Avant toute chose, C'est c'est sa ça. fonction première, nous garder en vie. C'est sa priorité. Donc forcément, il va plutôt voir le négatif que le positif. Pourquoi? Parce que le négatif, ça menace potentiellement notre survie. Donc ça tourne en boucle jusqu'à qu'on trouve une solution. Donc c'est le focus qui est à cet Oui, endroit-là. C'est pour ça qu'on rumine des fois sur des choses. Le positif, ça nous embête pas trop, hein, donc ça menace pas notre survie, donc ben, ça passe à la trappe. exactement. Ah, il y a ça qui s'est bien passé, bon, ça s'est bien passé, mais on va pas ruminer toute la soirée dessus. Hein. Ouais. Malheureusement, on va pas dire ah il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et c'est hyper intéressant d'avoir ça en tête pour Mm. contrer ça.
Parce que pour entraîner notre cerveau, et plus on le fait, plus notre cerveau s'habitue aussi à s'attacher aux choses positives. Euh, et c'est intéressant le regard aussi qu'on pose sur l'enfant. Il y a des enfants qui vont être agressifs. Alors je dis pas que c'est le cas là des enfants des parents qui nous ont posé la question là, mais je le vois des fois en fonction de là où est l'enfant. L'enfant va être comme ceci ou comme cela, agressif entre guillemets, en tout cas impulsif à cet endroit-là et pas à un autre. Mais ça dépend des fois du regard qu'on pose sur lui. C'est-à-dire que si l'adulte est persuadé que de toute façon il va être agressif, ça l'agace, ça le stresse, ça amplifie ça. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant qu'on fasse gaffe, nous, en tant que parents, où on accroche là où ça fonctionne pas. Alors, généralement, c'est toujours autour des mêmes choses, hein. Les trucs, les coups, le Ouais, sommeil, les repas. Il y a toujours un de ces trucs-là qui va pas comme on voudrait, généralement. Heureusement, généralement, c'est pas sur tous, même pour les mêmes enfants, mais, et du coup, on s'accroche à ça et on oublie de voir que ça fonctionne dans les autres choses. c'est ça. Et ça, c'est important. Euh, et je le vois moi des fois, donc je reste déjà sur ce que je disais, et dans un autre environnement, s'il a un adulte qui pose sur lui, ah bah tiens, moi je sais que tu es capable de te réguler, moi je sais que tu es capable, alors il va se sentir fier de lui sous ce regard-là, et du coup il va essayer de correspondre à ce que l'adulte attend de lui, et du coup il aura moins de potentialité d'être comme ça. Donc c'est hyper intéressant qu'on fasse gaffe à ça. Et je trouve ça intéressant pour contrer ça justement par exemple tous les soirs, au moins une fois par jour, de regarder ce que notre enfant a fait comme on voudrait, enfin ce qui s'est bien passé en tout Oui, cas, euh, pour entraîner notre cerveau à voir ça aussi. Parce que plus on voit ça, plus l'enfant voit plus on pose ce regard-là sur l'enfant, euh, plus le reste, effectivement, comme tu le disais très justement, le reste prend moins d'importance. Et j'ai pu l'expérimenter moi aussi en tant que maman. Je suis pas en dehors, je vis les mêmes choses que les autres parents. J'ai pu l'expérimenter moi une fois avec ma fille où j'accrochais sur un truc, j'ai l'impression que ça prenait toute la place. Et un jour, je me suis dit, allez, je vais décider de regarder le reste. Et je me suis mis à lister tout ce qu'elle faisait bien, tout ce qui fonctionnait bien, tout là où c'était chouette. Et j'en avais oublié de savourer ces moments-là, en fait. C'est comme si mon cerveau oui, voyait plus que ça. Et à partir de là, effectivement, le comportement problématique, entre guillemets, c'est complètement régulé parce que j'étais plus, moi, persuadée en la voyant que ça allait se passer comme ceci ou comme cela. Donc, on peut tous être pris dans ces trucs-là de temps en temps et c'est intéressant d'avoir ce moment de recul sans culpabilité, sans rien, c'est juste ça. se dire, ah, regardons, et si j'essayais de voir un peu ce qui fonctionne bien. C'est ça. Et on peut le faire aussi, on peut le faire pour nos enfants, mais on peut le faire aussi nous en tant que parents, pour notre propre parentalité, dans ces moments où on a l'impression de ne pas être le parent qu'on voudrait, ou de lister aussi tout ce qu'on fait de bien en tant que parent, tout ce qui correspond aux parents qu'on a envie d'être. Et là aussi, des fois, on est surpris. J'ai une patiente comme ça qui m'a dit, waouh, depuis que je fais ça, ça a tout changé. C'est tellement plus calme à la maison parce que je me sens plus confiante dans ma façon de les Bien sûr. accompagner. Donc c'est des petites choses, ça paraît tout petit, mais c'est essentiel pour la fluidité, pour que ça se passe bien. Et vraiment, c'est important d'entraîner notre cerveau à voir le C'est positif, ça. quoi. Il ira voir le négatif sans aucun problème, hein. Il n'y a pas besoin, c'est pas nier le négatif. Ça, il ira le voir de toute façon. C'est juste équilibrer les C'est choses. ça. Alors, je vais répondre à une question en direct. Ludie, on va répondre d'ailleurs. Ludie qui nous dit, je répète souvent, presque quotidiennement à mes enfants de 2 ans et demi et 6 ans que taper, c'est interdit. Taper, ça fait mal. Comment on peut faire autrement? Mais ça continue, dur, dur. Alors, je vais commencer et peut-être que tu pourras compléter. Déjà, on parlait des règles tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on Mm. dit, quand on dit on ne tape pas, on est en train de dire ce qu'on ne veut pas. Et surtout, on a aussi au niveau du cerveau, notamment pour l'enfant de 2 ans et demi, Mm. une difficulté à inhiber les gestes mentalement. Donc, quand on Mm. dit on ne tape pas, c'est difficile de pouvoir adapter ceci et pouvoir se dire, ok, j'ai compris de ne pas taper, parce que ça revient à imaginer le geste de taper et supprimer ce geste de taper. Même pour nous, en tant qu'adultes, quand on formule les choses négativement, c'est plus compliqué de les comprendre que si on les formule positivement. Donc déjà, on va plutôt dire ce qu'on attend. Et on va répéter Mm. plutôt ce qu'on attend. C'est-à-dire que voilà, bah, les mains sont faites, par exemple, pour jouer. On peut très bien se tirer, pousser comme ça. On peut taper dans les mains au lieu de taper sur quelqu'un. Donc on va Mm. plutôt décrire des gestes de substitution et ce qu'on a comme règle en fait, et ce qu'on peut faire avec les mains. Ceci reste théorique et ceci reste à travailler au calme parce que en pleine impulsivité, ce qu'on évoquait, c'est que les réflexes archaïques, on va dire, bah, ils ressortent, donc taper, etc. Donc il faut vraiment de l'entraînement pour réussir à substituer quand même ces gestes. Donc le fait de répéter déjà de la manière positive et en montrant comment ça peut faire, on peut utiliser d'ailleurs des affiches.
en disant Mmh. voilà, on a le droit de faire ceci. Mmh. Et on peut aussi, si on veut, mettre les affiches, voilà ce que nous ne pouvons pas faire. Et puis faire aussi un système de, on prend l'affiche de ce qu'il faut faire et mettre par-dessus, faire l'enfant le mettre Mmh. par-dessus ce qu'il faut pas faire, pour qu'il y ait ce geste-là de dire, je remplace le geste, donc la visualisation du geste, par celui-ci. Et Mmh. l'enfant, comme ça, mentalement, va pouvoir s'imaginer, d'accord, bah là, je suis presque prêt à taper. Il n'est pas encore au pic de colère ou au pic de frustration, donc il peut encore se maîtriser. Et hop, il peut décider de laisser les mains contre son corps, par exemple. On peut lui dire, Mmh. tu as le droit de faire ça au lieu de taper. Tu as le droit de laisser Mmh. les mains contre ton corps. Et on va s'entraîner à faire ce type de geste. On va peut-être faire un atelier comme ça en disant, alors imaginons, on ressent un gros énervement, une grosse colère. Qu'est-ce qu'on fait? Mmh. Et on va chacun inventer quelque chose. Et je dis inventer parce qu'on peut demander à l'enfant de dire, toi, tu ferais quoi? Et c'est encore mieux. Parce que pendant Mmh. ce jeu, l'enfant va dire, ah bah, au lieu de taper, moi, je pourrais faire, je sais pas moi, je pourrais siffler ou alors je pourrais sauter sur place. Et donc l'enfant va proposer ses propres solutions et ensuite on pourra les noter, on pourra les illustrer comme j'évoquais, les coller dans des endroits de la maison où il peut y avoir plus ou moins de Mmh. tension. Je pense notamment où par exemple dans une fratrie on a un frère, une sœur ou deux frères dans une même pièce et généralement il y a quelques frictions. Eh bien on peut comme ça avoir des repères visuels dans la pièce qui seront affichés avec de la pâte à fixe ou autre. Et l'enfant pourra se dire ah bah oui dans ce cas-là la règle même si on se dispute c'est on se comporte de cette manière-là et Mmh. qu'ils aient comme ça ces repères visuels et que, comme tu disais tout à l'heure, qu'on puisse aussi utiliser le renforcement positif, c'est-à-dire que lorsque les enfants parviennent à garder leur calme dans ces situations, qui n'ont pas recours à de la violence, leur signifier, Mmh. c'est-à-dire décrire. Ah, là, je vois que vous êtes amusé, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Là, c'était tendu et vous avez réussi à garder votre calme. Donc, Et de leur mettre en exergue les comme ça. féliciter autour de ça, C'est ouais, bien ça. sûr. Ah, waouh, bravo! Là, je vois qu'il y avait l'attention et puis là, tu es arrivé à pas taper. Bah, C'est bravo, quoi, chouette. ça. Tu peux être fier de toi. Ça aussi, on peut dire, tu grandis. Ils aiment bien généralement quand on leur dit tu grandis, ça les valorise. Et c'est vrai que plus on grandit, plus on se maîtrise, enfin, plus on arrive à se C'est canaliser. ça. Donc c'est intéressant aussi de leur mettre ça. Se grandir, c'est pas juste ceci ou ce. Enfin, des fois ils l'associent à d'autres choses, mais c'est aussi ça. C'est aussi arriver à garder son calme dans les, enfin en tout cas pas Oui. taper dans les moments où on est en colère. Donc c'est intéressant bien sûr. Alors les affiches, Mm. moi je suis vraiment partant Mm. pour ce genre de. C'est vrai Ouais, que beaucoup de parents les utilisent déjà. Mm. Faites un dessin avec votre enfant ou illustrez-le vous-même. Choisissez des illustrations. Vous avez des logiciels gratuits qui existent. Mais c'est comme on évoquait l'autre fois les jeux de société. Quand on Mm. a un jeu de société et que nous avons que les interdits, que ce qu'il ne faut pas faire, on ne peut pas jouer. Bien sûr. On a besoin de savoir ce que nous pouvons faire. On peut Mm. avancer d'une case, on peut faire ci, on peut faire ça. Si on nous dit simplement, bah, vous n'avez pas le droit d'aller à gauche, à droite, etc., ben, ok, mais on fait quoi du coup? Pour les enfants, c'est pareil. Mm. Interdire, ok, mais en même temps montrer ce qu'il est possible de faire derrière, le montrer nous aussi en tant qu'adultes et faire répéter effectivement ces gestes à l'enfant et aussi lui demander s'il comprend le pourquoi de ces Mm. gestes-là. Et là, C'est après, on peut activer l'empathie. mm. Parce que l'empathie, les enfants sont naturellement empathiques, mais c'est important aussi de pouvoir leur dire, voilà, regarde, avec des peluches, par exemple, cette peluche, elle frappe Mm. une autre peluche. Qu'est-ce que tu penses que ressent l'autre peluche qui vient de se faire Ouais, frapper? ça c'est génial Et là, l'enfant aussi. va dire, Mm. bah là, elle peut avoir mal, etc. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette peluche pour qu'elle évite de frapper si elle ressent de la colère? Et là, les enfants, vous allez être étonnés, mais ils ont une imagination débordante et surtout, ils ont beaucoup d'humanité dans la manière d'aborder les choses et ils vont dire, bah, ils pourraient par exemple faire un dessin ensemble pour dire ce qui va pas. Et du coup, ils vont même vous donner des solutions pour résoudre les conflits et ce genre de choses. Donc, Oui, c'est étonnant, hein. oui, Ah, ah je vais oui, lui découper un cœur, par c'est étonnant comme ça vient. exemple, Ils prennent l'habitude. Mais quand on leur pose cette question-là, effectivement, qu'est-ce que tu pourrais faire? On est assez surpris et du coup, ils y repensent beaucoup plus facilement la fois d'après. c'est ça. Moi, j'ai vu des fois mes enfants, il y en a un des deux à qui, ah oui, tiens, je vais lui faire ça. Ok, ok. Ça se fait tout seul après. Donc c'est hyper intéressant, effectivement, de les faire participer à ça et de leur dire ce qu'ils peuvent faire. Oui, Surtout aux enfants, nous encore, on a tout un champ des possibles de ce qu'on peut faire. Eux, ils savent pas en fait. oui, Et ça, on l'oublie souvent. On est là pour leur apprendre aussi ce qu'il faut faire et pas que ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ça oui, paraît évident, on dit comme ça, mais je trouve que voilà, dans ces moments-là de conflit, alors surtout quand en tant que parent, c'est assez pénible les conflits entre fratries, dans la fratrie et tout. Donc, des fois, on peut être agacé nous-mêmes, hein, donc, c'est ça. et des fois, on oublie que c'est tout un apprentissage, effectivement, de le refaire sous forme d'atelier, pas forcément dans les moments de conflit. On peut le faire pendant les moments aussi quand on sent que ça monte, avant que ce soit trop haut, mais aussi à part, allez, aujourd'hui, on va faire semblant, on va jouer à ça. C'est du jeu pour eux, ils sont contents de C'est jouer à ça. ça. Et effectivement, on est assez étonné à quel point ils accrochent. Dès qu'on leur parle d'émotions, de
de relation à l'autre, ils sont toujours très contents d'apprendre. Peu importe les enfants, moi je peux le voir aussi bien à l'atelier des émotions qu'avec d'autres enfants. Enfin, on est enfin moi je suis assez surprise à chaque fois de voir à quel point Bloom, on sent qu'ils allument tous les processus de pensée pour essayer de comprendre le monde, quoi. Et donc servons-nous de ça pour les aiguiller, pour leur apprendre justement ce qu'ils peuvent faire. Je voulais vous montrer ceci aussi, parce que, en fait, la non-violence, et notamment la bienveillance, c'est aussi une force. Et en fait, on peut imaginer, on peut en demander à nos enfants s'ils sont OK pour endosser la cape du héros qui va développer, par exemple, la force qui va être la gentillesse, par exemple, Mm. ou le courage, ou etc. Donc il y a plusieurs forces qui ont été d'ailleurs énumérées par la psychologie positive, les études en psychologie positive Bien notamment. sûr. Et on peut jouer à ce jeu de, allez, bah, tiens, est-ce que tu es d'accord pour devenir le héros de la gentillesse? Et Mm. dans ce héros de la gentillesse, ça va être justement la possibilité de pouvoir utiliser cette force qui consistera à ne pas utiliser la violence et de plutôt utiliser la bienveillance avec l'environnement. Ce n'est pas stigmatisant, mais c'est une sorte de jeu et d'imagination en disant bah ouais, moi j'aimerais bien être ce héros-là de la gentillesse. Et vous verrez là aussi que les comportements de ce type vont s'accélérer. Et en plus, cette force va se développer parce qu'on Mm. l'a mis en exergue, on l'a mis en évidence, et l'enfant va se sentir déjà reconnu et va surtout en fait, c'est un peu comme comment dire, c'est un peu comme si vous aviez quelqu'un en face de vous et que vous remarquiez tout ce qui vous plaît chez lui. Mm. Ben, la personne va se sentir valorisée Mm. et alors le dire sincèrement, hein, authentiquement, il ne s'agit pas de mentir, hein, c'est pas de la manipulation. Et elle va surtout se dire ah ben oui en effet, j'utilise ceci, j'utilise ces forces-là et va l'utiliser d'autant plus. Donc C'est vrai. c'est important de faire ça avec les enfants aussi, en remarquant quand ils utilisent certaines forces dans la journée, comme cette gentillesse, comme il y a d'autres forces, hein, comme la justice, la prudence, etc. Et vous verrez, là aussi, ces forces vont se développer. Et ils pourront C'est vrai. s'imaginer en plus comme des super-héros en se disant waouh, je suis en train de Mm. d'avoir ces forces-là qui se développent chez moi. Elles sont déjà présentes et je les développe. Et pour C'est le ça. parent, c'est aussi un espoir en se disant ben ouais, en fait, j'ai cette capacité de pouvoir révéler les forces et développer, pouvoir aider mon enfant à développer ses Et forces là, on sort comme ça. d'impuissance C'est du coup, ça, et ça fait du bien. c'est ça. C'est ça. Donc là, il y a beaucoup de pistes hein, dans ce Mm. qu'on vient d'évoquer là. Ouais. Euh, Et oui, c'est c'est important de jouer comme ça aux super-héros parce que ça leur permet de sentir ce que ça fait aussi que d'être gentil ou que d'aider l'autre. Et généralement, ils y prennent beaucoup de plaisir. Ils disent, ah oui, en fait, c'est chouette, hein. Ça fait du bien, ils voient que les gens en face sont d'autant plus réceptifs, ont d'autant plus envie de jouer avec eux. Généralement, ça leur permet vraiment d'expérimenter ce que ça fait à l'intérieur. hmm, Et c'est intéressant. Et c'est vrai que ce que tu disais par rapport aux qualités, quand quelqu'un nous dit une qualité, c'est vrai qu'on en prend tellement conscience d'un coup que du coup, ça existe plus et on arrive à être encore plus ce truc-là. c'est ça. Euh, et donc, c'est vraiment intéressant de les nommer effectivement complètement. Alors, Euh, pardon, oui, vas-y, si tu veux compléter. euh, je pensais aussi juste, alors ça, pour moi c'est autre chose, ça à part, mais pour tout ce thème là de taper aussi, juste un petit attention au dessin animé pour deux choses. Déjà, il y a beaucoup de stimulation, ce qui rajoute souvent pour eux des choses à gérer. Et donc ça peut rajouter du trop, quoi, du Hmm, trop. Et quand il y a du trop, ben, on arrive à un moment donné, on dépasse le seuil d'adaptation. Et là, c'est là qu'il y a les crises, ou les faits que l'enfant frappe. Donc ça peut faire partie. C'est pas que, mais ça peut faire partie. Et attention aussi à ce qu'on leur montre. Je dis pas qu'il faut pas du tout leur montrer de dessin animé. Il s'agit toujours d'amener des nuances. Il s'agit pas d'être dans le tout ou dans le rien. Mais quand même, moi je trouve qu'il y a beaucoup de dessins animés qui sont pour les tout petits, où il y a quand même des scènes de hmm, violence, même si c'est pas longtemps dans le dessin animé. Il y a quand même un petit moment où il y a et puis des fois c'est euh, c'est justement le héros qui va faire un combat et après il est valorisé parce qu'il a gagné et, euh, et je trouve qu'on banalise un peu ça. ouais. Euh, bon, alors je vais pas faire ma rabat-joie, hein. Je vais pas en train de dire qu'il faut absolument pas leur montrer de dessin animé. Euh, mais attention à ce qu'on leur montre, attention à l'âge. Euh, si on regarde l'âge des films, c'est souvent pas avant 6 ans. Il y en a un petit peu en dessous, il n'y en a pas tant que ça. C'est intéressant de les regarder nous-mêmes avant Oui. de leur proposer quelque chose. Et de garder en tête que le cerveau fait pas la différence entre la vraie vie
et ce qu'il voit. Et on le voit bien nous-mêmes si on regarde un film où quelqu'un est triste, on va avoir tendance à être triste. Il y a des gens qui pleurent devant les films. Si c'est hyper stressant ce qui se passe dans le film, on sait bien que c'est pas vrai, mais ça va nous stresser, on va avoir peur, on va ressentir de la peur. Oui. Pourtant, on n'est pas en train de le vivre. Et nous, on est adultes et on sait que c'est pas vrai. Oui. Eux, quand ils sont petits, ça nous paraît évident pour eux, ils sont conscients que c'est pas vrai, mais c'est pas si clair que ça pour leur tout petit cerveau. Et donc, quand ils voient des gens qui tapent, il y avait beaucoup de questions sur il tape ses copains. Oui. Bah, s'ils voient ça dans les dessins animés régulièrement, bah, pourquoi lui pourrait taper et lui taperait pas? Enfin, attention à ça. Donc, c'est juste de veiller à ça parce que des fois, on n'en a pas conscience. On banalise un peu ça. Et puis, si on regarde vraiment le contenu, enfin, moi, des fois, je suis assez étonnée. Les jeux vidéo aussi, hein. J'ai rien contre les jeux vidéo, ça développe plein de trucs. Mais attention à l'âge. Oui. Donc voilà. Donc, il y a peut-être ça aussi à prendre en compte pour tous les... Voilà, quand vous sentez que l'enfant tape beaucoup... des fois, c'est aussi de l'imitation, et surtout quand c'est des personnages aimés, valorisés dans le film ou dans les petites séries de dessins animés. Oui. Jouer à la bagarre, ça a plein de vertus, puisqu'en fait, ça permet à la fois de décharger les tensions, de pouvoir se relier, mais je dirais ça mérite d'être cadré. C'est-à-dire qu'en gros, on peut très bien jouer à la bagarre un peu comme si on luttait un peu, mais de manière respectueuse, en fait. Est-ce que tu es pour ou tu es contre? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu es pour ou tu es contre à la bagarre, du tout? Oui. C'est pas la même chose que faire la bagarre. Et voilà, c'est ça. Est-ce que ça serait pas aussi une chance, justement, pour pouvoir bien délimiter le périmètre, justement, de la violence en jouant à la bagarre, en faisant cet exercice de ça, justement? Ouais. Pourquoi pas? Encore une fois, ça dépend des enfants, donc à voir, à tester. Souvent, en jouant à la bagarre, ça empêche ensuite de faire la bagarre, c'est-à-dire de vraiment, dans les moments de colère, d'aller taper. Oui. Faut que les règles soient claires, en tout cas. C'est un jeu, on fait pas mal à l'autre. C'est ça. Voilà, faut quand même délimiter un peu les choses pour qu'ils comprennent quand même. Sinon, ils comprennent pas pourquoi là on a le droit et puis d'habitude on n'a pas le droit. Tout à fait. De bien être clair sur les règles. Pourquoi pas? Après, ça permet de développer la force, le oui, la motricité aussi. Peut-être que ça fait pas mal. Et on peut le faire avec plutôt qu'enfant avec enfant, adulte avec enfant. C'est ça. Oui. Comme ça, ils aiment bien, ça les fait rire souvent. Oui, bien sûr. Donc. Et ça peut permettre, encore une fois, ce qu'on disait, c'est de pouvoir guider les gestes jusqu'à la limite qu'on impose. C'est un peu comme dans les arts martiaux. Si un enfant va pratiquer des arts martiaux, ben, il y a des règles sur le tatami à respecter, et on peut mettre en place ce système aussi avec les enfants. Ça peut être intéressant, en tout cas. Alors, je fais exprès de parler de ce. On se dit ah non, je vais quand même pas jouer à la bagarre avec mon enfant. Eh bien, si, ça peut être extrêmement intéressant de pouvoir apprendre des compétences sociales aussi, en respectant les règles, en évoquant justement jusqu'à quel point quelqu'un peut ressentir de la douleur lorsqu'on fait ceci, cela, et surtout de donner à l'enfant les clés pour dire stop aussi à un moment. Exactement. Et ça peut être une belle règle, justement. Je te dis quand ça fait mal, tu me dis quand ça fait mal. En faisant, évidemment, en tant qu'adulte, attention de ne pas faire mal. Mais que l'enfant puisse dire aussi, ah bah tiens, là, même si tu pensais pas me faire mal, ça m'a fait mal. C'est ça. Et dans les deux sens. C'est intéressant parce que des fois, ils se rendent pas leur force, ils se rendent pas compte, en fait. Surtout qu'ils grandissent, ça change tout le temps. Donc, au début, ça fait pas ce qu'ils font. Puis après, ils font la même chose et ça fait mal. Donc, c'est pas simple aussi à comprendre pour eux. Exactement. Alors, de leur ah bah avant, t'étais plus petit, ça me faisait pas mal, mais maintenant, quand tu fais ça, fais gaffe, ça me fait mal. C'est ça. Donc, de pouvoir le nommer et de délimiter les choses comme ça me semble intéressant. Code de conduite, on peut aussi aller un peu plus loin en faisant le processus de réparation. Par exemple, admettons qu'il y ait eu un geste un peu brusque pendant ce jeu et qu'il y ait une douleur d'un côté. Eh bien, on peut aussi expliquer comment présenter des excuses, comment prendre soin ensuite et voir comment ne pas reproduire ceci justement. Donc, ça peut servir aussi d'aller jusque-là plutôt que de. Je sais qu'il y a certains parents notamment qui font un peu ces jeux de bagarre et qui prennent un mauvais coup et peuvent être d'un coup parce qu'ils se sont sentis agressés, peut-être même crier et dire ah tu m'as fait mal, etc. Mais en fait, c'est bien d'essayer de garder son calme, ce qui est pas évident, hein, parce que quand on se prend un coup, on se sent comme agressé, donc on peut avoir une réaction de stress. Ça dépend de la douleur aussi. Ah bah oui, ça dépend de la douleur aussi, c'est clair. Mais c'est aussi une chance du coup de pouvoir mettre en place le système de réparation. Donc il y a plusieurs choses. Le principe de limite, déjà, le stop lorsque l'enfant en a marre, et c'est valable aussi pour les chatouilles. Hein. Alors c'est un autre sujet.
Mais genre tous ces jeux-là, c'est avec consentement et avec la possibilité à l'enfant de dire stop ou arrêter quand c'est fini, quoi. Donc c'est un consentement qui peut évoluer au fil du temps, hein. C'est pas définitif. L'enfant peut dire non quand il en a envie, en fait. Donc et besoin. Donc voilà. Et pour le combat, c'est pareil. Enfin, c'est vraiment pas un combat, c'est s'amuser à un peu sous forme de lutte, hein. Et là aussi, comme je disais, un moyen de pouvoir utiliser l'empathie, l'affirmation, la motricité, prendre conscience aussi de sa force au niveau de la confiance en soi. C'est vrai que c'est intéressant pour l'enfant de pouvoir se mesurer comme ça et faire un peu la force comme ça avec son parent. Et tout ça reste dans un cadre sécurisé, en fait. Donc on peut décharger les tensions dans un cadre sécurisé. C'est pour ça que j'évoquais un enfant qui tapait. Le fait de lui prendre la main comme ça et lui dire oui, allez, tu peux pousser, tirer. Ça va lui. Là, il sait qu'il a le droit de le faire plutôt que de taper. Et le parent va jouer un peu les sparring partners et va justement lui permettre de pouvoir décharger ses tensions. Oui, après, une fois que c'est déchargé, l'enfant se sentira mieux. Et il sait qu'il peut faire ça dans ces conditions, mais pas ça, ou encore taper, tirer, etc. Donc c'est bien aussi de pouvoir... C'est clair, c'est délimité. C'est ça, tout à fait. D'où l'intérêt de voilà, pouvoir, pourquoi pas, s'amuser à ce genre de choses. Mais on y reviendra, parce qu'il y a plusieurs livres qui concernent ceci, justement, je crois que comment ça s'appelle, la ludothérapie? Non, comment ça s'appelle? Justement, le fait d'accompagner grâce au jeu au niveau des thérapies. J'ai pas le terme en tête, mais En tout cas, il y a Laurence Cohen dans Les Psychologues qui a déjà écrit sur le sujet. Il y a d'autres. C'est ça, tout à fait. Et ça serait intéressant de consacrer un live à ça avec des petites idées de jeux qu'on peut utiliser dans tel ou tel contexte pour la collaboration, pour l'empathie, pour voilà, c'est ça. On va peut-être se noter ça dans un coin de l'esprit. Et je crois qu'on va même s'arrêter là du coup parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. C'est dommage, on aurait pu continuer l'après-midi, mais voilà. Il y a encore plein de questions, mais on verra les prochaines fois. Alors n'hésitez pas à. Alors pareil, on va ouvrir une boîte à questions. Je la mettrai plus tôt cette fois-ci parce que je l'ai mis vendredi. Je la mettrai plus tôt cette semaine. N'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte à questions qui sera postée en story. Et si vous avez d'autres questions, vous nous les envoyez, que ce soit à Sophie ou à moi, au cours de la semaine, et on fera une sélection et on vous répondra en direct. Donc lundi prochain à 13h. J'espère que ce live vous a plu. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Merci Sophie encore pour ton temps et ta gentillesse. Et donc, on se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous autour des émotions. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée, très bonne semaine. À bientôt.